Bonjour à tous, bienvenue à cette webconférence. Donc, je m'appelle Laura Balk, je suis chef de projet marketing au sein d'XL Group. Et aujourd'hui, avec François Quéré, donc, qui est consultant Black Belting chez XL, nous vous parlerons des outils de pilotage de la performance, surtout lui quand même. Donc, je vais simplement vous faire quelques rappels sur le fonctionnement de la plateforme. Donc, on a coupé vos micros pour qu'il n'y ait pas d'interférence et qu'on puisse entendre clairement François. Et par contre, pour toutes vos questions, vous avez le module de chat qui se trouve en bas de votre écran à droite. Et vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation et on gardera 15 minutes à la fin pour y répondre. Les slides, donc on vous le transmettra dans l'après-midi, donc à la suite de cette webconf, et le replay sera disponible aujourd'hui ou en début de semaine prochaine. Voilà, donc je vais brièvement vous parler de l'entreprise. Donc, nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans les démarches d'amélioration des performances. Nous sommes présents partout en France avec plusieurs sites donc, de formation, une antenne à Paris et à Toulouse et une filiale en Suisse depuis 2014. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus, je vais passer la parole à François. Bonne webconf. Bonjour à tout le monde. Je vais commencer par me présenter. François Quéré, 5 ans de conseil et de formation. Après 17 ans d'opération à différents types de postes, soit en opération, soit en fonction support, et soit en management d'opération, du coup, soit en management de projet. Voilà. Depuis 5 ans en conseil et en formation, alors j'ai eu l'occasion d'accompagner des entreprises de nombreux secteurs, je n'aurai pas la prétention de dire de tous, bien entendu, et de toute taille, en revanche, de la PME de 30 personnes à des sites ou des organisations en multinationales. Voilà, donc aujourd'hui, je vais essayer de démystifier, de présenter un petit peu cette démarche d'amélioration continue ou de pilotage de la performance. Et puis, je vais essayer de montrer que la démarche n'est pas très compliquée. Par contre, elle est pas évidente à faire tenir dans le temps. Voilà. Alors, on va partir des constats. On va se placer un petit moment du point de vue d'un produit ou d'un service dans une entreprise moyenne. En fait, si on se place du côté d'un produit, on se rend compte que la valeur ajoutée qui est apportée au produit, le temps de valeur ajoutée, il est infime par rapport à tout le temps passé par le produit dans l'entreprise. Alors, ce produit peut être une information, un service, une information par exemple dans le cadre d'un projet. Alors, quel est le réflexe classique dans l'entreprise? On va dire qu'on connaît bien les temps de valeur ajoutée, donc on va essayer de s'y attaquer. Et on va essayer de les réduire. Par contre, quand on regarde le temps global qu'on va gagner, à supposer qu'on réduise de 50% les temps de valeur ajoutée, ce qui bien entendu est purement de la science-fiction, on va faire une amélioration qui va être mineure. En revanche, il y a tout un paquet de temps qui sont très peu connus et qu'on attaque rarement spontanément, mais qui sont pourtant bien plus faciles à enlever et qui peuvent nous conduire à une amélioration majeure de l'efficience de notre processus. Là. Donc, premier constat, il y a toute plein de gaspillage dans l'entreprise qu'il s'agit de réduire. Alors les gaspillages, vous connaissez probablement les différents types de gaspillage, les mouvements inutiles, les gestes inutiles, les transports de produits, les temps d'attente, les défauts, le fait de refaire des opérations déjà faites, des surstockages, de la surproduction. Et en revanche, il y a un 8e gaspillage qui est pire que tous les autres et qui est vrai dans toutes les entreprises, c'est le gaspillage de cerveau, le gaspillage d'intelligence, et notamment d'intelligence collective. Donc on va voir que l'idée de piloter la performance, c'est déjà de mettre de l'intelligence collective dans ce pilotage.
Alors ensuite, deuxième constat, en fait, il y a des freins managériaux à la performance. Alors managériaux, hein, on ne pointe pas du doigt les managers en particulier. En fait, c'est du frein managérial collectif hein, à cette performance. Tout d'abord, très souvent, on a des objectifs qui sont peu clairs, ne sont pas partagés du fait d'un cloisonnement de l'entreprise qui est soit horizontal, soit vertical. Horizontal, on va dire entre les services. Hein, les priorités du service maintenance ne sont pas forcément les mêmes priorités que celles du service production ou du service qualité. Et puis un cloisonnement vertical de l'entreprise avec des directions qui a souvent des objectifs qui ont du mal à décliner de façon claire au niveau du terrain et vice-versa en termes de problématiques, on va voir. Un système de pilotage de la performance terrain et management qui sont donc parfois déconnectés et peu en continu. J'ai une fois eu un patron d'usine dans le secteur de la pharma qui m'a dit qu'il avait lancé un projet de pilotage de perf parce qu'il sentait que dans ses codires, il s'était complètement déconnecté des problèmes qu'on lui remontait sur le terrain. Ensuite, ce qu'on voit parfois, à des degrés très divers, hein, c'est des employés peu motivés, qui sont peu managés, des managers qui passent beaucoup de temps à faire du reporting plus que de l'encadrement, et avec des pilotages d'action qui finalement sont peu efficaces. Et enfin, on observe aussi des problèmes récurrents qui n'ont jamais été résolus complètement, parce qu'ils ont toujours été gérés en mode pompier pour faire au plus vite, ce qui participe d'ailleurs de la non-motivation des employés qui, du coup, finissent par ne plus remonter les problèmes. Alors, maintenant, on va parler un peu d'amélioration continue. Alors, l'amélioration continue, on va dire qu'il y a deux grandes façons de faire de l'amélioration continue. Soit on va monter des grandes marches d'un coup, et là, on va se mettre en mode projet, et on va faire de l'amélioration par ce qu'on appelle la percée Kaizen. Donc là, on va bien entendu toujours utiliser de l'intelligence collective sur ce type de chantier en percée Kaizen, et on va faire des projets en mode DMAIC, D pour définir, M pour mesurer, A pour analyser, I pour innover, C pour contrôler. Avec un point extrêmement important, c'est que si on ne veut pas que la petite boule redescende, il faut mettre une cale. Et c'est l'objet de la phase C, contrôler, pour s'assurer que les standards sont mis en place et qu'on suit bien ce qu'on a fait derrière. Bien. Donc ça, c'est, on va dire, pour faire de grandes marches, franchir des grandes marches d'escalier. Par contre, il y a tous les petits problèmes de tous les jours, toutes les petites améliorations de tous les jours, qui vont nous permettre, au lieu de faire de temps en temps une percée, de faire des petites marches un peu tous les jours. Et là, on va plutôt être en mode PDCA, de faire de l'amélioration par petits pas. Et c'est là qu'on va rentrer dans les démarches de supervision active et d'AIC. Je vais revenir sur le terme d'AIC juste après. Avec la même problématique pour toutes les actions qu'on va gérer dans cette démarche, qui est de mettre la cale pour que les actions portent leurs fruits et surtout que les problèmes ne reviennent pas. Alors, donc, on va parler à partir de maintenant de supervision active. Vous allez voir qu'on va parler de rituel d'animation, parce que l'animation, la performance, ça s'anime. Et puis, on va parler de mode AIC. Alors, AIC, on va démystifier le terme tout de suite. AIC, ça veut dire animation à intervalles courts. Donc, on va expliquer pourquoi court, notamment. Alors, les besoins et les objectifs de la supervision active. C'est un système de management, tout d'abord. C'est dynamique, c'est visuel. Alors c'est dynamique parce que ça se fait souvent, et c'est visuel parce qu'en fait on ne cache rien. On va voir que les indicateurs, les plans d'action sont partagés avec tout le monde. Les objectifs, c'est de garantir la perf au quotidien et d'être le moteur du progrès continu, de l'amélioration continue. Alors, en fait, la structure de pilotage de l'amélioration continue est une séquence de rituels qui démarre en fait du terrain.
terrain, c'est des équipes d'opérationnels, alors qui peuvent être dans des bureaux, dans des secteurs de production, dans distribution, tout type d'activité, qui vont avoir leurs problèmes, qui vont avoir des consignes à se passer, de l'information à partager. Et puis, on va voir que, en fait, à chaque niveau, il y a des problèmes qui pourront potentiellement pas être résolus ou des actions qui ne pourront pas être traitées. Et donc, on va compter sur, pour ces problèmes qui ne pourraient pas être résolus, on va compter sur des gens dont ça va être le métier de nous aider à résoudre les problèmes. Et ainsi de suite, à tous les étages de la pyramide. Donc, alors on a introduit là des vocabulaires de type top 5. Top 5, ça veut dire quoi? C'est 5 minutes. 5 minutes, c'est pas long, mais encore faut-il le faire tous les jours. Top 15, c'est 15 minutes. C'est pas long non plus, mais encore faut-il le faire tous les jours, etc., etc. Alors, cette supervision active, elle s'articule sur 3 grands points. Les 3 grands points, c'est cette animation à intervalles courts, c'est toute cette séquence de rituels, mais c'est aussi une animation de terrain, c'est-à-dire aller se rendre compte sur le terrain de quels sont les problèmes pour se rendre compte de leur impact finalement. Et puis, ça s'appuie aussi sur une pyramide d'indicateurs. Et ça, c'est extrêmement important, puisque, encore faut-il, pour savoir si on a un problème, encore faut-il savoir si ce qu'on est en train de faire, c'est normal ou pas, et selon quel indicateur. Donc, on va voir un petit peu comment se déclinent les différents étages de la pyramide pour que l'ensemble du système d'animation soit efficace. Alors, on va commencer par la base du pilotage qui vient du terrain, en fait. Alors, le terrain, on a encore une fois des équipes d'opérationnels qui vont faire leurs opérations, qui ont tous les jours des problèmes, mais avant tout, qui ont des consignes à se passer. Alors, quand on est en environnement de production, on est des fois en 2 équipes, 3 équipes. Il y a des infos qui viennent des équipes d'avant, qu'il s'agit de se passer. Donc, il y a de la passation de consignes et de la descente d'informations. Alors ça, c'est très souvent le premier bénéfice ressenti par les gens sur le terrain, quand on met ça en place, c'est que, on a de l'info qu'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors par contre, ce qui souvent n'existait pas trop avant ou pas de façon très structurée, c'est la remontée de problèmes. Et la remontée de problèmes, en fait, alors elle se fait souvent de façon assez désordonnée. On remonte tous nos problèmes, mais du coup on les remonte à plein de gens qui sont censés les traiter, et souvent on ne sait pas ce que deviennent les problèmes, et souvent il n'y a pas de force de frappe en face pour les traiter. Du coup, pour que ça soit plus efficace tout ça, déjà, est-ce que l'équipe elle-même pourrait traiter des actions en autonomie? Et puis, autre façon de rendre ça plus efficace, c'est est-ce que tous les problèmes se valent? Est-ce qu'il n'y en a pas qui ont plus d'impact que les autres? Et ça, qui mieux que l'équipe qui a les problèmes peut bien les prioriser en fonction de leur impact. Et c'est pour ça que quand on met en place ce type de démarche, en fait, la première chose, c'est déjà de mesurer l'activité. Donc, mesurer l'activité par rapport à des indicateurs. Alors, les indicateurs, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il faut que les indicateurs des grands chefs soient cohérents avec les indicateurs du terrain. Alors, ils ne vont peut-être pas se calculer pareil. Par contre, il faut que l'indicateur qu'on suit sur le terrain soit le plus concret possible, et surtout qu'on puisse l'améliorer et avoir une action dessus à assez court terme. Par contre, bien entendu, à l'échelle de tout un site ou voire multi-sites, on ne va pas calculer ou on va consolider des indicateurs qui du coup ne vont pas pouvoir s'appliquer de la même façon sur le terrain. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que la performance, c'est pas seulement de la productivité. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, quand on demande à des opérationnels, c'est quoi pour vous la performance? Le premier truc qui vient à l'esprit, c'est la productivité. Et sauf que, en titillant les gens un petit peu, petit à petit, on arrive à faire dire, oui, il y a aussi de la qualité, et puis petit à petit, oui, il faut aussi respecter les délais, etc. Et puis,
bon, en titillant encore plus, on arrive à faire parler de sécurité. Donc, les indicateurs, ils doivent couvrir ces 4 domaines. Sécurité, qualité, délai et coût. Donc on parle toujours d'indicateurs SQDC, sachant qu'il y a des indicateurs qui sont pour nous, pour les gens de l'entreprise. Il y a des indicateurs qui sont plutôt orientés vers les clients, et puis des indicateurs de productivité ou de coût sont plutôt orientés vers l'entreprise, qui est quand même là pour gagner de l'argent. Donc cette pyramide d'indicateurs, elle est fondamentale, parce que sans indicateur, on ne sait pas où on est, et surtout, c'est quoi l'indicateur, comment est-ce qu'il doit être, quelle doit être sa valeur nominale, hein. Parce que si je suis à un niveau, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal? Alors, pourquoi faire de la mesure heure par heure? Ce que vous avez peut-être vu dans l'un des slides précédents, que sur le terrain, l'idée c'est de faire de la mesure heure par heure. Alors par heure, on s'entend, il y a des activités qui ne nécessitent absolument pas d'être surveillées toutes les heures. Il y a des activités qui nécessitent d'être mesurées encore plus souvent. Tout dépend des constantes de temps de votre activité, bien entendu. L'idée, c'est d'avoir malgré tout un pilotage temps réel, hein. Alors pourquoi piloter en temps réel? Alors d'abord, on va prendre l'image de la petite voiture en haut à droite sur ce slide. L'idée, c'est de réagir vite en cas de dérive. Si je regardais la route seulement toutes les 10 secondes, on sent bien que je serais dans le décor avant de pouvoir donner le petit coup de volant qui, si j'avais toujours regardé devant moi, n'aurait pas été grave. Donc ça, c'est le premier point, réagir vite en cas de dérive. En gros, ce n'est pas à la fin de la journée qu'on va se rendre compte qu'on n'a fait que la moitié de l'objectif, parce que là, on ne pourra plus rien y faire. Deuxième point, l'idée, c'est de noter les problèmes au moment où ils arrivent. Parce que, à moins d'un gros aléa technique dans une activité, dont tout le monde va se rappeler, en fait, quand on fait une performance qui n'est pas à l'objectif ou qui n'est pas au nominal, qui n'est pas au nominal à la fin de la journée, si on n'a pas noté les problèmes au moment où ils sont arrivés, on ne s'en rappelle plus et on est incapable de les quantifier. Donc cette notion de noter les problèmes au moment où ils arrivent est extrêmement importante. Et enfin, l'idée, c'est à la fin de la journée ou à la fin de notre poste ou de notre activité, dans la constante de temps qui va bien, encore une fois, c'est de pouvoir les décrire et les hiérarchiser en équipe. Donc, la difficulté, c'est qu'on ne veut pas tout remonter. On veut remonter les points qui nous impactent le plus. Pourquoi on ne veut pas tous les remonter? Parce que de toute façon, soyons réalistes, on ne saura pas tout traiter. Donc, quitte à ne pas tout traiter, autant traiter ceux qui ont le plus d'impact. Donc, cette notion de mesure en temps réel, elle est extrêmement importante. Et on verra, je ne sais pas s'il y aura des questions là-dessus, mais ça, c'est souvent un frein à la mise en place de cette démarche. Et que, en fait, la mesure en temps réel, les gens, souvent, au début, ne veulent pas en entendre parler. Parce qu'ils ont l'impression qu'on veut les fliquer, etc. En fait, l'idée, c'est de renverser la chose et de dire, c'est pas votre chef qui doit vous mesurer, c'est vous qui devez vous mesurer. Et la mesure ne sert, entre guillemets, qu'à mettre en évidence des problèmes, qui souvent, en plus, sont des irritants pour les gens. Voilà. Alors, c'est facile à dire, c'est pas si facile à mettre en place sur le terrain. Après, une autre chose importante, c'est que un problème ne reviendra pas si on a rempli certaines conditions. La première condition, c'est qu'il ait été bien décrit et quantifié. Donc ça, c'est souvent, alors ça paraît évident, évidemment, que de décrire et quantifier un problème, n'empêche que quand on va regarder les tableaux sur les différents sites, les tableaux de suivi d'action, qu'ils soient sur des fichiers Excel ou sur des tableaux blancs, souvent les problèmes sont très très mal décrits. Alors il y a des outils pour bien décrire les problèmes, c'est pas très compliqué, mais il faut prendre le temps de le faire. Deuxième chose, une fois qu'on a bien décrit notre problème, il faut trouver les causes racines. Parce que si on se contente de traiter le symptôme, en mode pompier, comme on disait au tout début,
le problème reviendra le lendemain ou la semaine suivante. Donc là, déjà, on voit bien qu'on a deux conditions qui sont, soyons clairs, quand on est dans le feu de l'action, difficiles à remplir. Troisième condition, on veut que notre action elle dure dans le temps. Donc, si on a modifié par exemple un mode opératoire parce que comment dire, la solution passait par là, à un moment, il faut que les standards du mode opératoire soient mis à jour, mais en plus que les acteurs soient formés. Donc tous ceux qui vont utiliser le mode opératoire doivent être formés. Et ensuite, encore plus difficile, une fois qu'on a résolu un problème, ce problème, comment s'assurer qu'il ne revient pas? Et ça, c'est poursuivre la mesure. Peut-être avoir mis en place une nouvelle mesure. Donc, tout ça pour dire que ces quatre conditions, elles sont extrêmement difficiles à mettre en place et surtout à tenir dans le temps. Et pour ça, quand on met en place ce type de démarche, il est important que 100% du personnel soit formé sur les intérêts de mesurer, la description des problèmes et la méthode de résolution de problèmes avec les étapes des MAIC. Ça, c'est extrêmement important. Donc, pas plus tard, par exemple, qu'il y a quelques semaines, je suis allé former dans une petite usine 100% du personnel par petits groupes à ces trois points, intérêt de la mesure, description de problèmes et méthode de résolution de problèmes. Alors, on a parlé des problèmes qu'on voit sur le terrain et donc qui vont être traités au niveau du terrain. Avec les méthodes de résolution de problèmes, que si elles sont bien appliquées, les problèmes devraient ne pas revenir. Maintenant, il y a un certain nombre de problèmes qui vont pouvoir être traités par les équipes elles-mêmes, les équipes de production, les opérationnels, les équipes, ça peut être des équipes d'administration des ventes, etc. Maintenant, il y a des problèmes qu'on ne peut pas traiter soi-même, pour différentes raisons. On peut manquer de compétences. Donc, on va avoir besoin de l'aide de quelqu'un qui a des compétences. C'est souvent à ça que servent les services support dans les différentes entités. On peut avoir un problème d'autorité. Tout simplement, on connaît la solution, on sait ce qu'il faut faire, mais on n'a pas l'autorité pour signer une dépense, par exemple. Donc là, on va avoir besoin de quelqu'un qui a l'autorité pour soit prendre une décision, soit signer une dépense, par exemple. Et puis, l'autre raison pour laquelle on pourrait ne pas arriver à faire une action, c'est tout simplement on n'a pas les moyens. Et les moyens, c'est quoi? Alors, c'est des budgets, c'est des ressources, c'est du temps. Et là, on va avoir besoin de gens qui vont nous aider à trouver ces ressources ou ce temps. Le premier, c'est plutôt, donc les compétences, c'est plutôt du ressort des fonctions support. En revanche, l'autorité et les moyens, c'est plutôt du côté du management qu'on va arriver à les trouver. Donc là, c'est là qu'on met en place un deuxième étage de la pyramide dans lequel on va mettre ensemble des gens qui étaient au niveau dans les animations terrain, qui ont pu donc récolter des problèmes. Et puis là, on va mettre des managers d'opération avec des fonctions support qui vont partager les problèmes tous les jours. Alors, problèmes au préalable priorisés, bien entendu, et qui vont traiter tous les problèmes pour lesquels on manquait de compétences. Ou peut-être pour lesquels l'autorité, c'était peut-être la qualité ou la maintenance, etc., pour prendre une décision. Et là, on va piloter un plan d'action transverse dans ces petits rituels d'escalade de problèmes non résolus, et éventuellement, on va faire une repriorisation des problèmes. Alors, ce deuxième étage de la pyramide, il est extrêmement important, parce que c'est une superbe entreprise de décloisonnement de l'entreprise. On disait en préambule que l'entreprise était très cloisonnée, les gens n'ont pas les mêmes objectifs, etc., ou en tout cas, ils n'ont pas les mêmes priorités. Et là, en faisant se rencontrer tous les jours des gens des différents services, et un autre point important, c'est que ça permet de mettre les fonctions support au service de ceux qui créent de la valeur. Donc en fait, il y a deux types de personnes dans l'entreprise.
Il y a ceux qui font avancer le produit ou le service et ceux qui sont là pour aider les autres à mieux faire avancer le produit ou le service. Et ça, c'est souvent culturellement pas évident à mettre en place. Voilà, donc ce décloisonnement de l'entreprise, là, quand on fait ça, c'est une très très grosse valeur ajoutée et ça a énormément de gains sur la satisfaction des gens qui se disent « Ah ouais, on partage tous les mêmes objectifs, les mêmes priorités ». Donc là, on était sur le deuxième étage qui est en fait le premier niveau d'escalade au cas où on n'arrive pas à traiter les actions. Donc là, ensuite, il peut arriver que entre opérations et fonctions support, on n'arrive toujours pas, soit à prioriser, soit à arbitrer, soit on n'a pas le bon niveau pour allouer des moyens ou pour traiter un problème d'autorité, pour valider une décision par exemple. Et là, on va avoir besoin de nos chefs, entre guillemets. Donc, c'est là qu'interviennent tous les responsables des fonctions qui se sont réunis avant. Et là, on va avoir entre manager d'opération et manager de fonction support un point d'escalade. Alors, si tout a bien fonctionné en dessous et qu'on a bien priorisé, à ces gens-là, il ne doit pas leur remonter tant d'actions que ça. Par contre, eux, leur difficulté, et ça va être, c'est souvent une des grandes difficultés de la démarche, c'est que eux, ils ont aussi des inputs qui leur viennent de l'extérieur ou de leur management, de leur propre management. Et du coup, il faut qu'ils arrivent à arbitrer et à prioriser les différentes actions qui peuvent générer des projets et qui viennent de problèmes qui ont été jugés sérieux au niveau du terrain, et tous les projets transverses ou qui viennent du management, qu'il faut aussi rentrer dans la charge de travail des gens. Et là où cet avant-dernier, ces derniers étages de la pyramide, ils sont cruciaux, parce que c'est ça qui va permettre de dire les services support ont du temps pour traiter les actions et du coup, les actions vont avancer. Voilà. Autre point important dans ces rituels d'animation, c'est que souvent les responsables sont pris dans du reporting. Et un des symptômes, c'est qu'ils ont peu le temps pour aller sur le terrain. Ils ont peu de temps pour aller se rendre compte des problèmes sur le terrain. Et du coup, on a un peu le syndrome, alors je caricature un peu, je pilote aux indicateurs rouge et vert. Sauf que l'indicateur rouge n'est pas le problème, c'est qu'un symptôme. Et donc, c'est important dans ce rituel d'introduire une notion de « je vais me rendre compte sur le terrain ». Donc ça, c'est extrêmement important, c'est ce qui est un petit peu illustré par la méthodologie du cercle de Ono, là qu'on voit à gauche du slide. Alors, on voit que tous ces rituels d'animation de la performance, finalement, en fait, on accélère le flux d'informations. On accélère le flux d'informations pour remonter un problème. Comment faire pour que le problème, il aille vite de celui qui l'a à celui qui va pouvoir le traiter. Alors, il est bien évident que si celui qui a le problème peut le traiter lui-même, ça va aller vite. Par contre, si ça doit aller vers quelqu'un d'un autre service ou vers une strate managériale un peu plus haut, on voit bien qu'en fonction des fréquences des rituels, ça peut prendre plus ou moins de temps. J'ai eu un exemple chez un client où on parlait de problèmes tous les jours et puis les gens qui pouvaient les résoudre se réunissaient tous les mois pour parler des problèmes. Donc on voit bien qu'on a un décalage de constante de temps qui fait que en fait, les besoins du terrain ne sont pas les mêmes que ce qui était capable de fournir la fonction support en question. Donc les rituels, c'est pour ça qu'ils doivent être à intervalles courts. Intervalle court, ça veut dire que dans des activités industrielles, c'est tous les jours. Tous les jours, voire une fois par équipe, voire il arrive qu'on se réunisse pour se passer des consignes plusieurs fois par équipe. En tout cas, qu'on se synchronise plusieurs fois par équipe. Donc ça, c'est crucial pour que l'information aille vite vers celui qui va pouvoir traiter le problème. C'est aussi crucial de revoir le plan d'action souvent, parce qu'un plan d'action qui est revu tous les mois, il va avancer en quelques mois. Un plan d'action qui est revu tous les jours, il va avancer potentiellement en quelques jours, alors que les deux peuvent avoir la même charge de travail.
Donc ça, c'est la remontée. Par contre, ce qui est souvent le parent pauvre, en fait, c'est la redescente d'informations. En fait, les gens remontent des problèmes et ils ont l'impression que leurs problèmes remontent dans la 4e dimension, ils ne savent pas où ça va. Et donc, alors que souvent, les actions se font malgré tout, mais ils ne sont pas au courant de quand elles vont se faire ou même quand elles ont été faites. Ou alors, des fois, on décide tout simplement de ne pas faire l'action ou de la reporter à l'année suivante, etc. Donc ça, les gens sont prêts à l'entendre. Par contre, il faut leur dire, parce que ce n'est pas la peine qu'ils espèrent que quelqu'un traite l'action si c'est pas le cas. Donc cette redescente d'information, c'est vrai que c'est souvent le parent pauvre et c'est ce qui n'est pas très bien fait dans l'ensemble des entreprises. C'est pour ça que ces rituels, en fait, il faut qu'ils soient extrêmement, un minimum standardisé pour qu'il y ait de la place pour la redescente d'informations si des actions ont été faites ou pas faites pour qu'on puisse donner des feedbacks aux équipes. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est très bien. Comment mettre ça en œuvre? Comment mettre ça en œuvre? Alors tout d'abord, première étape, c'est comme dans tous les projets qu'on est amené à faire chez nos clients, c'est de faire un diagnostic. Donc souvent, on va visiter les différentes réunions, les réunions de prod, les réunions opérationnelles, etc. Des fois, on va visiter des comités d'amélioration continue, des choses comme ça, pour voir un petit peu comment sont traités les plans d'action. Une fois qu'on a fait ça, ce qui est extrêmement important, c'est déjà d'embarquer l'encadrement dans la démarche. Parce qu'on sent bien que l'encadrement, il va falloir peut-être qu'il change de braquet ou qu'il change quelques habitudes. Souvent, on a des équipes de direction qui gèrent des plans d'action très, très, très conséquents, y compris sur des actions qui pourraient être traitées, on va dire, à un niveau plus bas de la pyramide de pilotage. Et donc, ça veut dire qu'il y a une forme de délégation qui doit s'installer. Et par contre, c'est d'être plutôt quand je demande des comptes sur tous les avancements, c'est je suis là pour vous aider à résoudre vos problèmes. Et donc dans tout processus d'escalade. Et ça demande potentiellement des changements de comportement très concrets. Et donc, c'est important de former la direction et l'encadrement à cette animation intervalle court. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, où on espère avoir embarqué la direction et l'encadrement, il faut commencer à construire le système. Et là, alors on ne va pas y aller tous azimuts, on va commencer par des secteurs pilotes, si possible, à partir avec des gens qui sont le plus motivés possible, mais aussi dans des secteurs qui sont un peu représentatifs de l'activité. Et donc, une fois qu'on a fait un secteur pilote qui commence à bien fonctionner, et que les gens sont satisfaits, et j'ai rarement vu des gens qui n'étaient pas satisfaits de la mise en place de ce type de démarche, derrière, on va dire que le fruit est mûr pour décliner à tous les niveaux. En revanche, si on fait que ça ne va pas suffire, parce que derrière, ce qui est sûr, c'est qu'il faut accompagner la mise en œuvre, notamment du coaching de tous les gens qui vont être amenés à animer ces petits rituels. Souvent, on a affaire à des responsables de service, des directeurs qui, eux, sont plutôt à l'aise ou pour qui animer des réunions, c'est quelque chose qui fait partie de leur boulot et qui est assez standard. Quand vous passez sur des populations de chefs d'équipe, dans des unités de production notamment, ce n'est pas des gens pour qui c'est quelque chose de très naturel. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas révéler des talents sur ce type d'animation, mais ce n'est pas forcément naturel. Donc, il faut énormément les coacher, il faut les aider avec des standards, des anti-sèches, pour que pour eux, ça devienne derrière naturel. Et surtout qu'ils ne se retrouvent pas devant la feuille blanche, quoi. Et puis, alors, réaliser un type de fonctionnement, en fait, on va dire que c'est après 6 mois, mais c'est surtout tout le temps. Il est important d'être capable de suivre comment ça fonctionne régulièrement derrière, comme tout projet qu'on va faire en DMAIC. Un des résultats qu'on doit voir rapidement, c'est une accélération des actions et puis une diminution du nombre d'actions qu'on doit traiter dans les CODIR, dans les réunions managériales.
Alors, en conclusion, qu'est-ce que ça apporte tout ça? Alors tout d'abord, ça ne marche que s'il y a une vraie implication du management. C'est une méthode extrêmement puissante. Alors, difficile de se lancer tout seul là-dedans, mais néanmoins, en étant bien coaché sur le premier chantier, qu'est-ce que ça amène? Tout d'abord, ça amène une amélioration sensible des indicateurs, qu'ils soient sécurité, qualité, délai ou coût. Des niveaux alors, souvent, ce qu'on voit, c'est des indicateurs qui faisaient le yo-yo, qui se mettent à être un peu plus stables. Parce que comme on va traiter les problèmes plus vite, on ne se retrouve pas avec des petits problèmes qui duraient 3 heures, etc. etc. Donc, stabilité des indicateurs suivie d'une amélioration sensible des indicateurs. Encore une fois, qu'ils soient sécurité, qualité, délai ou coût. Le deuxième point qu'on voit, c'est une amélioration importante de la motivation du personnel. Pourquoi? Parce que les problèmes qui se résolvaient jamais, où on nous disait oui, oui, on verra plus tard, ou on nous disait oui, oui, on va le traiter absolument, et puis en fait, il ne se passait rien, tout d'un coup, ils voient que ça bouge. Ça bouge. Alors par contre, à une condition, c'est que l'organisation ait du temps pour traiter les problèmes. Donc, on vient sur une des conditions aussi, c'est que les fonctions support aient un peu de temps dédié pour traiter ces problèmes. Donc, ça, c'est le premier élément de motivation du personnel. Le deuxième élément de motivation du personnel, c'est aussi, enfin, on a de l'info. On nous donne de l'info. Hein. Donc, il y a de l'info qui circule, les consignes circulent mieux, les problèmes remontent mieux, les priorités sont partagées, etc. Le troisième point, c'est en fait, on développe petit à petit une culture de responsabilisation du terrain. Parce qu'on passe petit à petit d'une culture où on remonte tout et puis on attend qu'on nous traite le problème pour nous, à une culture où là je me mesure tout le temps, mais là je peux agir tout de suite, ou il y a des actions que je peux prendre moi-même. Et par contre, si je vois que j'ai du répondant sur des actions que je ne peux pas prendre moi-même, je suis plus motivé pour prendre des actions moi-même quand je vois que le fait de le faire aide les autres à avoir du temps pour traiter des points plus compliqués. Enfin, le vrai symptôme qu'on a à la suite de ça, c'est une accélération spectaculaire des actions de résolution de problèmes. Où on a des actions qui prenaient des semaines ou des mois, qui se mettent à prendre quelques jours ou quelques semaines. Donc là, il y a un vrai dynamisme qui s'instaure sur le temps de traversée des actions. Voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter sur cette démarche de pilotage de la performance. Alors, juste pour aller plus loin, dans les parcours de formation ligne qu'on propose chez XL, cette démarche de pilotage de perf ou d'animation de l'amélioration continue, on l'aborde en fait dans le premier module intitulé Yellow Belt, parce qu'on estime que c'est un outil de base du Lean. Donc on l'aborde de façon un peu imagée, voire sur des jeux. Par contre, c'est un fil rouge qui revient dans tout le reste des modules qu'on aille vers une formation Green Belt ou Black Belt, parce que c'est vraiment ça qui met la cale de l'amélioration. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces parcours. Maintenant, je vous laisse poser vos questions. Alors, je vois qu'il y en a quelques-unes, donc je vais essayer de répondre à quelques-unes de vos questions. Oui, merci François. Alors, j'ai recensé les principales questions. Donc, on va commencer par une question. Donc, quelles sont les difficultés principales de mise en œuvre de cette démarche? Alors, il y a différents types de difficultés. La première difficulté, c'est quand vous allez demander aux gens de se mesurer, de mesurer leur activité, et notamment sur des axes de productivité, ça peut coincer. On parlait tout à l'heure on veut nous fliquer. Alors, c'est
ça dépend de l'environnement dans lequel on est. On va dire que une des premières réponses, c'est déjà, comme je disais tout à l'heure, on ne veut pas que ça soit forcément votre chef qui vous mesure, on veut que vous mesuriez. Encore une fois, la mesure, finalement, à quoi elle sert? Elle sert à mettre en évidence des problèmes qu'il va falloir résoudre et qui, évidemment, permettront d'améliorer la mesure derrière. Ça dépend aussi de l'usage que vous faites de la mesure. Et dès qu'on mesure un indicateur rouge, entre guillemets, il y a le chef qui nous tombe dessus de façon pas très agréable, forcément, on ne va pas avoir envie de se mesurer. Donc en fait, c'est là où le comportement managérial est extrêmement important. C'est OK, est-ce que vous êtes à même de traiter vous-même le problème qui a fait qu'on était rouge, ou est-ce que vous avez besoin d'aide? Donc voilà. Après, dans ce type de démarche, une autre difficulté, c'est que, alors c'est notamment le cas, je trouve, dans les PME, mais pas seulement. On a souvent affaire à des managers qui vont traiter tous les problèmes de la Terre, entre guillemets. Et qui, du coup, le jour où une démarche d'AIC marche bien, ils se retrouvent avec des problèmes qui se règlent tout seuls, entre guillemets, et ils ont un petit peu du mal à trouver leur place. Donc ça nous est arrivé sur un certain nombre de transformations, de projets de transformation, et donc ça demande beaucoup de coaching vis-à-vis des managers qui le nécessitent. Alors il y en a qui passent tout seuls, il y en a où ça se passe tout de suite, et il y en a où ça demande beaucoup de coaching. Voilà un petit peu les principaux freins managériaux, on va dire, quelle est ma place, et puis la mesure, et puis alors, bien évidemment, ce qui va avec la mesure, c'est une description efficace des problèmes. Et c'est pour ça que la formation et l'accompagnement des gens aussi sur le terrain était très importante. Merci. Alors, il y a une personne qui posait une question par rapport au slide avec les cales. Pourquoi est-ce que la deuxième cale, c'est le SNQ, et contre la standardisation? Si tu peux revenir un petit peu sur le slide. Oui, alors oui, j'avoue ne pas avoir fait trop attention à cette terminologie. Alors, dans un projet, effectivement, quand on fait un projet en chantier Kaizen, la standardisation, elle est importante parce que c'est ce qui va permettre que tout le monde derrière applique le processus. C'est un des éléments qui va permettre ça. En revanche, le standard qui va sortir d'un chantier Kaizen, il doit aussi être mis à jour en fonction de votre système qualité, il doit être mis à jour dans votre SNQ. En fait, il n'y a pas de raison spécifique d'avoir mis deux termes différents sur les deux. Toute petite action d'amélioration continue, si ça se nécessite selon votre système qualité, doit être aussi mise dans votre SNQ et peut amener à une modification de standard. Il n'y a pas de raison particulière sur ce sujet. Merci. Alors j'ai une autre question. Que conseillez-vous pour la localisation de l'animation site lorsque les secteurs sont dans des bâtiments séparés et distants? Alors, ça c'est une excellente question. On m'entend toujours là? Oui, c'est bon. Une excellente question. Alors ça m'est arrivé d'aider des sites où effectivement il y avait une problématique de bâtiments séparés. C'était même plus. Alors on va déjà parler d'un même site. Il y a plusieurs bâtiments. Après on verra comment traiter ça en multi-sites, ce qui est encore plus complexe. On est dans un même site, plusieurs bâtiments. Si on est dans un secteur comme la pharmacie, il n'y a pas que le problème de la distance entre les bâtiments, il y a aussi des problèmes de temps d'habillage, de temps de déshabillage derrière, etc. Donc tout de suite, pour aller voir quelqu'un en prod, ça ne prend pas 2 minutes. Et quand on a quelque chose à dire à quelqu'un qui prend 2 minutes, on va attendre d'avoir plusieurs choses à lui dire avant d'aller le voir, ou alors on ne va pas le faire en tête à tête. Du coup, c'est là où ces rituels, il est important de les mettre en place parce que ça vous oblige les gens à quitte à ce qu'ils se déplacent un petit peu sur le site, à se rencontrer tous les jours. Alors des fois c'est toutes les semaines, mais à se rencontrer régulièrement, alors qu'ils ne se voyaient jamais en fait. Alors au début, sur ces choses-là, sur le fait
d'obliger les gens à se voir tous les jours, à un moment, il faut quand même être un petit peu directif. Hein, parce que spontanément, quelqu'un qui est dans un autre bâtiment, qui en plus doit s'habiller, etc., il va pas y aller très spontanément. Donc, ça, c'est vrai que c'est un frein. Et là, il faut être très très clair sur les objectifs qui sont avant tout de décloisonner l'entreprise. Hein. Donc, des fois, c'est vrai que la géographie des sites n'aide pas. Ça m'est arrivé sur un site de métallurgie qu'une des actions dans le cadre d'un petit chantier d'AIC soit d'acheter un vélo, hein, parce que typiquement, ça prenait 10 minutes pour aller d'un bâtiment à l'autre si on y allait en marchant. Alors maintenant, je viens sur le multisite. Le multisite, on est obligé d'utiliser des outils un peu numériques, hein, puisqu'on n'a pas trop d'autres choix. Alors, il y a beaucoup d'animations comme ça qui se font avec des fichiers Excel en termes de guise de plan d'action et puis de conf call qui peuvent très très bien marcher. Ce qui est important, c'est de maintenir le rituel et de le faire à la bonne fréquence qu'on s'est définie. Et il ne s'agit pas de dire, tiens, aujourd'hui, la conf call, on va l'annuler, puis du coup, ça reporte la semaine suivante, etc. Parce que là, du coup, on peut vite se retrouver avec 2-3 semaines sans animation. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas bien. Par contre, ce qui est important, c'est malgré tout de se rencontrer pour de vrai de temps en temps. Donc, même si on dit qu'on fait une animation hebdo en conf call, c'est bien quand même que tous les mois, tous les 2 mois, on la fasse, mais pour de vrai. Alors, c'est pas facile quand on est en environnement multinational et qu'on est sur les 5 continents. Mais bon, voilà, il y a tous les cas sont possibles. Néanmoins, il faut s'y tenir et à utiliser le moyen adapté. Alors aujourd'hui, on a des superbes moyens de vidéo qu'on n'avait pas forcément avant et qui malgré tout sont quasiment gratuits, qui quand même facilitent ce type de... Et François, j'ai quelqu'un qui demande si les top 5 se font en intra ou en interservice, et qui les anime. Alors, un top 5, c'est animé par une personne de l'équipe, en fait, hein, alors qui est en général le leader de l'équipe. Mais le jour où il n'est pas là, ça peut être un backup, qui peut être quelqu'un de l'équipe. Donc là, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que selon l'environnement où on fait ces top 5, c'est pas toujours des gens qui ont ça dans le sang de faire de l'animation. Donc, autant il y en a qui vont être à l'aise tout de suite, et j'en ai connu quelques-uns ou quelques-unes dans ma carrière qui se sont absolument révélés dans ce type de démarche. Mais on va dire que 80% des gens sont bien accompagnés. Il arrive même, malheureusement, qu'il y en ait quelques-uns, par contre c'est souvent une minorité qui ne s'y retrouve pas du tout là-dedans. Hein. Mais c'est en général une minorité. Donc ça c'est le premier point. Donc c'est quelqu'un de l'équipe. Là on est entre nous, dans l'équipe. Hein. C'est quoi nos problèmes? Alors il arrive que, alors donc c'est plutôt en intra-service, on va dire. Par contre, ça peut arriver que une des fonctions support soit tellement liée avec le service opérationnel en question que c'est très naturel de les mettre avec. Je vais prendre un exemple. J'ai une fois une fonction maintenance qui était en fait sur une activité où on avait quasiment que des petits problèmes techniques tous les jours. La fonction maintenance, elle était tellement liée qu'on les a mis directement dans le premier étage de la pyramide, dans les top 5. Et puis du coup, c'est le responsable de la maintenance qui est venu dans le top 15. Pour rester sur le top 5, j'ai quelqu'un qui me demande combien d'indicateurs maximum à commencer. Ah, bonne question aussi. Alors, pas trop. Pas trop. Et puis, alors, on va dire que l'idéal, ça serait un indicateur de sécurité, un indicateur de qualité, un indicateur de délai, un indicateur de productivité. Et plus important que le nombre d'indicateurs, parce que bon, si on en a 6, c'est pas un drame plutôt que 4, mais plus que ça, c'est que les indicateurs soient physiques. Nous, on insiste, on a la notion d'indicateur physique de performance. L'exemple que je prends très très souvent, c'est au niveau des CODIR, sur la sécurité, on va mesurer des taux de gravité ou des taux de fréquence
qui sont des divisions par 100 000 heures travaillées, etc., sur une équipe de 10 personnes sur une journée, on ne va pas parler de 100 000 heures travaillées, c'est bien évident. Donc là, on va parler de petits bobos, nombre de petits bobos, de nombre de situations dangereuses. Il faut que ça soit extrêmement concret et qu'on puisse y faire quelque chose, y compris dès le jour même ou le lendemain. Donc le côté physique de l'indicateur est extrêmement important et idéalement, c'est quelque chose où il faut juste compter. C'est quelque chose, dès qu'il faut faire une division, c'est déjà limite un indicateur compliqué. Alors c'est pas que les gens ne sont pas capables de faire des divisions, c'est que tout simplement, si on veut mesurer un indicateur toutes les heures, il ne faut pas que ça prenne 10 minutes pour le mesurer. Hein. Donc voilà, les indicateurs doivent être très concrets et très, très simples à récupérer. Après, oui, il ne faut pas, au niveau top 5, il ne faut pas avoir 10 indicateurs, ça c'est certain. Comment appliquer la démarche à d'autres secteurs que la production? Alors, bonne question aussi. Alors, il y a plein de processus administratifs, en fait, qui peuvent se piloter exactement comme de la production. Quand on est sur des processus transactionnels qui ont des constantes de temps proches de la production, type des équipes d'administration des ventes, ou des équipes de traitement de commandes, des choses comme ça, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir faire la même chose. Les top 5 s'appliquent exactement de la même façon, les top 15 de la même façon. Alors, j'ai difficulté dans ce type de processus, c'est qu'on tombe vite dans du multi-site ou dans du multi-bâtiment, voilà. Donc là, forcément, on est plus dans du coup, on ne va pas être tous ensemble devant un tableau blanc, encore que ça peut se faire hein, pour des équipes un peu resserrées. En tout cas, dans des petites entreprises, c'est presque toujours faisable de la même façon. Dans les grosses boutiques où on a du multi-site, ben, ça veut dire on a besoin de le faire, de façon en utilisant des outils de conf call ou des outils comme Skype. Alors, quelqu'un demande si tu aurais quelques exemples de causes racines concrètement pour voir... Peut-être pas. Causes racines. Alors, en fait, pour trouver les causes racines, la première chose, il y a un outil très simple qui permet de chercher les causes racines, c'est de dire pourquoi. Pourquoi, on va poser la question une première fois. Pourquoi ma machine ne marche pas? Pourquoi j'ai eu une panne? Tiens, parce que ça a disjoncté. Bon, très bien. Après, la question à chaque fois, c'est de se poser pourquoi ça a disjoncté. Hein. Et est-ce que si je rejoncte, est-ce que j'ai résolu mon problème? Et en fait, le simple fait de se poser la question, est-ce qu'en faisant ça, mon problème ne reviendra plus? Je vais arriver à me dire, tiens, il faut encore que je me pose la question pourquoi. Alors bon, pourquoi ma machine, elle est tombée en panne? Peut-être parce que quelqu'un a retiré un filtre et que ça s'est encrassé, etc. Donc là, en remettant le filtre, déjà, on sent bien qu'on s'approche de la cause racine. En revanche, est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça ne reviendra jamais? Est-ce qu'on a un risque que quelqu'un réenlève le filtre? Et là, on voit bien qu'on retombe sur de la standardisation, de la formation, etc. Donc, voilà, un type de cause racine, ça peut être ça, hein, ça peut être quelqu'un avait enlevé un filtre et en plus, il n'était pas formé pour comment on remettait le filtre, quoi. Donc voilà, petit exemple en production. Souvent aussi des causes racines dans des milieux plutôt en projet ou dans des milieux de supply chain, c'est que tiens, on va traiter des problèmes de rupture avec des processus d'urgence avec les fournisseurs. Et en fait, la cause racine, c'était peut-être un paramétrage du MRP qui n'avait pas été mis à jour et que du coup, forcément, on commandait toujours trop tard. Alors, une dernière question, combien de temps est-ce qu'il faut pour que tout ça prenne? Bien, on n'a que des bonnes questions. Je vais répondre comme Fernand Reynaud, un certain temps. Alors,
ça pour le coup, c'est pas une science exacte. Vous avez des boîtes où ça prend immédiatement, voire dans la même boîte, des secteurs où ça prend immédiatement. Il m'est arrivé une fois de tomber sur un secteur où j'avais une chef d'équipe qui savait exactement ce qu'elle voulait, des gens motivés et qui en plus avaient une fibre d'animation incroyable. Et du coup, là c'est impressionnant, ça a pris tout de suite. La notion de priorisation, c'était une évidence. Les gens voulaient remonter 2 problèmes, elles disaient non, j'en veux qu'un, etc., etc. Et du coup, là, on a observé tout de suite une accélération de toutes les actions, de toutes les actions. Alors toutes, sauf celles où on n'avait pas encore embarqué des fonctions support, justement. Donc voilà, ça c'est. Mais bon, ça c'était qu'une question de temps. Donc ça c'est ça peut arriver que ça prenne tout de suite. Et ça peut arriver que ça prenne pas tout de suite et que ça soit long. Donc des processus comme ça, c'est des processus, soyons clairs, 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, tant que des fois en 6 mois c'est tout en place et ça fonctionne bien. Et des fois en 2 ans, il faut encore ramer pour y arriver. Alors ça dépend principalement de l'implication et de l'implication du management pour que les rituels se fassent bien, etc. Merci. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Alors, je vais juste... Est-ce que tu peux te muter, François, pour enlever l'écho alors, je vérifie juste... Ah, alors, je vois une dernière question. Quelle est la question ultime à poser au directeur de l'activité pour savoir s'il sera ou pas un soutien pour la mise en place de cette démarche? Grosse question pour finir. La question ultime. Alors, je ne sais pas s'il y a une question ultime. En tout cas, moi, une question que j'aime bien poser à la fin d'un petit séminaire de lancement d'un projet supervision active à IC, c'est qu'est-ce que vous devez changer de très concret dans votre comportement dès demain pour que ça marche. Et alors, là, on a une bonne indication en général. Hein. Alors, ça m'est arrivé d'avoir des réponses du type j'arrête d'être sur mes mails toutes les 5 minutes pour pouvoir me consacrer à du support, j'arrête d'aller à tous les top 5, hein, parce que ça peut arriver aussi. C'est assez variable. En tout cas, la vraie question à poser, c'est qu'est-ce que vous devez changer dans votre comportement, en fait. Qu'est-ce que vous pensez qui, dans votre comportement, peut être un frein? Alors après, les gens vous répondent plus ou moins honnêtement. C'est pas toujours facile de répondre à cette question d'ailleurs. Mais moi, je dirais que c'est la bonne question à poser, en fait. Alors merci, du coup, c'était la dernière question. Alors je vois qu'il y a 2 autres questions, on y répondra ultérieurement. Là, on va finir comme prévu, du coup, à midi. Donc simplement vous informer des prochaines dates de webconférence. Donc là, on fait une pause pendant l'été. Donc c'était la dernière avant de reprendre en septembre sur le DBMRP et ensuite sur les outils Lean le 6 octobre. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Pour le moment, ce n'est pas encore ouvert les inscriptions, mais veillez et puis vous recevrez un petit mail d'invitation comme d'habitude. Voilà, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir, vous remercier pour votre participation et j'espère que vous avez pu avoir toutes les réponses que vous cherchiez pour cette conférence. Et puis n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux ou directement dans notre rubrique contact si vous avez la moindre question ou si vous avez un besoin d'information. Voilà, et bien merci. Merci pour votre attention. Au revoir.